Il arrive que la vie vous réduise à néant. Plus de foyer, plus d'épargne, seulement vous et votre enfant face à l'univers. C'est la situation exacte dans laquelle Stéphane Caron, 47 ans, s'est trouvé en emménageant avec sa fille de 8 ans dans la vieille maison de campagne de sa mère décédée, au fin fond de l'Auvergne rurale. En vidant le grenier pour le rendre un tant soit peu habitable, il ne s'attendait à découvrir que des détritus et des toiles d'araignées. La découverte qui l'y fit allait tout bouleverser. Des centaines de sacs étaient suspendus aux solives ou empilés le long des murs. Chacun était soigneusement ficelé. Chacun portait une étiquette manuscrite de sa mère. Elle ne lui en avait jamais touché un mot. Jamais donné la moindre explication sur les décennies passées à les dissimuler. Lorsque Stéphane défit le premier sac, une seule question le consumait, quel secret sa mère avait-elle bien pu garder? Les phares de la camionnette tranchaient l'obscurité profonde alors que Stéphane manœuvrait sur le chemin de gravier. La maison de campagne se tenait là, apparition spectrale de son passé, sa silhouette découpée sur le velours noir du ciel. La peinture blanche, jadis éclatante, n'était plus qu'une mosaïque d'écailles grises révélant un bois usé par les rudes saisons d'Auvergne. Le perron, qui avait connu des jours meilleurs, s'affaissait d'un côté, comme une épaule fatiguée par le poids des ans. Les herbes folles avaient envahi les massifs que sa mère entretenait avec un soin méticuleux, ne laissant que quelques vestiges de plantes sauvages. Plus loin, la grange penchait de manière si alarmante qu'elle semblait sur le point de rendre l'âme au prochain coup de vent, s'écroulant dans un ultime fracas. Chloé était assise à côté de lui, le front pressé contre la vitre. Elle avait été remarquablement silencieuse durant la dernière partie du voyage, regardant le paysage se transformer en une succession de champs et de bosquets. À présent, ses yeux écarquillés fixaient la maison. « C'est là que tu as grandi ?» Sa voix était un murmure teinté de stupeur. « C'est bien ça », répondit Stéphane, s'efforçant de donner à sa voix une assurance qu'il ne ressentait pas. « La maison de Maminique. » Elle est effrayante. Il ne pouvait lui donner tort. Dans la lueur vacillante des phares, la vieille bâtisse ressemblait à une maison hantée de films. Des volets brisés pendaient de travers. Des planches pourries avaient laissé des trous dangereux dans les marches du perron. Le carreau d'une fenêtre à l'étage était fêlé, rafistolé avec un vieux ruban adhésif jauni. « Elle a juste besoin d'un peu d'amour », murmura-t-il, se parlant davantage à lui-même qu'à sa fille. « On va la remettre en état. Elle sera belle. » Elle le dévisagea avec ses grands yeux bruns, si semblables à ceux de sa mère. « On est vraiment obligé de rester ?» La question, bien qu'innocente, le toucha profondément. Il y a 6 mois à peine, il vivait une vie confortable en banlieue. Chloé avait sa propre chambre, un jardin, des amis. Aujourd'hui, il se retrouvait ici, au milieu de nulle part, parce que Stéphane avait tout perdu. Le divorce l'avait laissé exsangue. Son ex-femme avait obtenu la maison, le juge estimant qu'avec son salaire plus élevé, elle était plus à même d'assumer les mensualités. Elle avait aussi gardé l'essentiel de leurs économies, arguant de ses contributions plus importantes durant leur mariage et des périodes où il avait été sans emploi. L'avocat de Stéphane avait bien tenté de contester, mais il avait fini par signer, épuisé, pour mettre un terme à ce calvaire. Pendant 3 mois, ils avaient erré de canapé en canapé, d'hôtel miteux en hôtel miteux. Il avait enchaîné les petits boulots, acceptant tout ce qui se présentait. Mais cela ne suffisait pas pour payer un loyer et offrir à Chloé la stabilité dont elle avait désespérément besoin. Elle avait recommencé à avoir des accidents nocturnes, un problème qu'elle avait surmonté depuis des années. Son enseignante l'avait décrit comme étant devenue silencieuse, distante. C'est alors qu'il s'était souvenu de cette maison de campagne, héritée de sa mère décédée 8 mois plus tôt. Il avait repoussé l'idée de revenir, redoutant les souvenirs et l'ampleur des travaux. Mais il n'avait plus le choix. « Oui, ma puce, dit-il avec douceur. On doit rester ici pour quelque temps. Mais je te promets de rendre cet endroit chouette pour nous deux. » Chloé acquiesça lentement et prit son sac à dos. Ce sac contenait toute sa vie, quelques vêtements, son lapin en peluche, un livre. La vue de ce maigre bagage serra le cœur de Stéphane. Il sortit leur sac de la camionnette et la guida prudemment sur les marches du perron. La porte d'entrée, gonflée par l'humidité, refusa de s'ouvrir. Il dut pousser de toute son épaule pour qu'elle cède dans un grincement sinistre. Une odeur de renfermé, de poussière et de tristesse les accueillit. Stéphane chercha l'interrupteur, mais la lumière ne s'alluma pas. « L'électricité est coupée », constata-t-il. « Je m'en occuperai demain. »
Il utilisa la lampe de son téléphone pour éclairer la pièce. Le faisceau révéla des formes familières recouvertes de draps. Le vieux canapé où il passait ses samedis matins, la cheminée autrefois ornée de photos de famille, le fauteuil à bascule de sa mère. La cuisine était dans un état encore pire. De la vaisselle sale croupissait dans l'évier. Une tasse de café moisi trônait sur le comptoir. La porte du réfrigérateur était entr'ouverte, révélant des restes d'aliments putréfiés. « Je n'aime pas être ici », chuchota Chloé. « Je sais. Ça va aller. » Il lui pressa l'épaule. « Cherchons un endroit pour dormir. Demain, on attaque le grand nettoyage. » Ils montèrent à l'étage, l'escalier craquant sous leurs pas. Sa chambre d'adolescent était restée figée dans le temps. Même poster, même bureau, même lit étroit. « Tu peux dormir avec moi cette nuit », proposa-t-il à Chloé. « Bientôt, tu auras ta propre chambre. » Elle se glissa sous les couvertures sans se déshabiller. Stéphane s'assit près d'elle, lui caressant les cheveux jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il resta là, dans le silence et l'obscurité, submergé par le poids de sa situation. Cette maison. Il y avait grandi, mais sans jamais la comprendre, sans jamais percer le mystère de sa mère. Une femme silencieuse, distante. Elle avait pourvu à ses besoins matériels, mais il y avait toujours eu une barrière invisible entre eux. Il se souvenait de ses longs silences, de ses sursauts au moindre bruit inattendu, de son refus de parler de son passé. Adolescent, il avait mis cela sur le compte de la froideur. Il lui en avait voulu et n'avait eu de cesse de vouloir partir. Une fois parti, il n'était que rarement revenu. À sa mort, il avait ressenti de la culpabilité, mais aussi un étrange soulagement. Assis là, avec sa propre fille, il se demandait s'il n'était pas passé à côté de quelque chose d'essentiel. L'aube arriva, crue et impitoyable, révélant toute l'étendue du délabrement. Chloé se réveilla affamée et de mauvaise humeur. Stéphane, qui n'avait pas pensé à faire des provisions, l'emmena au village, Saint-Cyprien-sur-Loire. Le bistrot de la grande rue était identique à ses souvenirs. Attablé au comptoir, Chloé dévora des crêpes tandis que Stéphane, un café serré à la main, tentait d'organiser ses pensées. Rétablir l'électricité, nettoyer la maison, trouver du travail. La serveuse, une femme de son âge au regard las, le reconnut. « Vous êtes le fils de Monique Caron ? Vous avez ses yeux. Mes condoléances. » C'était une femme. Discrète, mais bonne. Stéphane la remercia, notant une étrange raideur dans sa voix lorsqu'elle avait parlé de sa mère. En sortant, il croisa le regard insistant d'un vieil homme. Lorsqu'il lui fit un signe, l'homme détourna la tête et s'éloigna. De retour à la maison, après avoir contacté la compagnie d'électricité, ils se mirent au travail. À la fin de la journée, la cuisine et le salon étaient un peu plus présentables. Stéphane se retrouva devant la porte du grenier. Il n'y était pas monté depuis son adolescence. Sa mère le lui avait toujours interdit, prétextant des planchers dangereux. Après son décès, il n'avait pas jugé utile d'y jeter un œil. Mais maintenant, il avait besoin d'espace. Une chambre pour Chloé. « Reste ici », dit-il à sa fille. La porte grinça en s'ouvrant sur un escalier menant à l'obscurité. Armé d'une lampe de poche, il monta prudemment. Une chaleur étouffante l'accueillit. Le faisceau de sa lampe balaya l'espace et il resta pétrifié. Des sacs. Des centaines de sacs de toutes sortes, suspendus aux poutres, empilés contre les murs. Un étroit passage serpentait entre eux. Il s'avança, le cœur battant. Chaque sac était étiqueté au marqueur noir. Mars 1967. Novembre 1973. Juillet 1981. L'écriture de sa mère, nette et précise. Certains sacs semblaient presque neufs, d'autres étaient jaunis par le temps. Qu'est-ce que cela signifiait? Il saisit le plus proche, daté de mars 1967. À l'intérieur, des dizaines de coupures de presse, soigneusement pliées. Jeune fille de la région portée disparue, titrait la Gazette de Saint-Cyprien du 15 mars 1967. L'article relatait la disparition de Marie Dubois, 17 ans. Sa voiture retrouvée, les clés sur le contact, aucun signe de violence. Stéphane parcourut les autres coupures, les recherches, les interviews, la veillée. Puis, plus rien. Affaire classée.
Marie était présumée fugueuse. Mais pourquoi sa mère aurait-elle conservé tout cela? Il ouvrit un autre sac. Novembre 1973. L'histoire de Pierre Leclerc, disparu après son travail. Son vélo retrouvé dans un fossé. Même scénario, même conclusion. Ses mains se mirent à trembler. Sac après sac, la même litanie macabre. Une personne disparue, une enquête qui n'aboutit pas. Sa mère avait collectionné ces histoires pendant des décennies. Chaque disparition, chaque question sans réponse. Papa? Qu'est-ce que tu fabriques? La voix de Chloé le tira de ses pensées. Il referma précipitamment le sac. Je jette un œil. Plein de vieilleries. Je descends. Mais il ne bougea pas. Entouré de ces centaines de sacs, de ces vies suspendues, de ce mystère que sa mère avait emporté avec elle, une question le hantait, « Maman, que savais-tu? Et pourquoi t'es-tu? » Cette nuit-là, le sommeil fuit Stéphane. Allongé aux côtés de Chloé, son esprit était envahi par les images des sacs suspendus, par l'écriture de sa mère sur les étiquettes. Que avait-elle bien pu faire dans ce grenier pendant toutes ces années? Pourquoi cette obsession morbide? Au petit matin, il remonta. La lumière du jour rendait la scène encore plus impressionnante. L'organisation méticuleuse des sacs ne laissait aucun doute, ce n'était pas l'œuvre d'une personne déséquilibrée, mais un travail délibéré, systématique. Il commença par les plus anciens. Marie Dubois, 1967. Pierre Leclerc, 1973. Françoise Morel, 1978. Toujours le même profil, de jeunes gens qui se volatilisaient. Les enquêtes suivaient un schéma immuable, une mobilisation initiale intense, puis un languissement vers l'oubli. Mais sa mère, elle, n'avait pas oublié. Dans un sac daté de juillet 1981, concernant la disparition d'Isabelle Garnier, 16 ans, il trouva une note manuscrite. Et vu IG. Discuter avec RL. Devant la pharmacie la veille de sa disparition. RL. Se montrait pressant, elle semblait mal à l'aise. En ai parlé au commissaire Martin. Il m'a dit que je devais me tromper. Stéphane relut la note plusieurs fois. Sa mère avait été témoin, elle avait parlé, et on l'avait ignorée. Il trouva d'autres notes, d'autres observations, toutes se terminant par la même conclusion amère, signalée aux autorités. Pas prise au sérieux. Sa mère n'avait pas seulement collectionné des articles. Elle avait mené sa propre enquête, et personne ne l'avait écoutée. Lorsque Chloé l'appela pour le petit déjeuner, il avait déjà examiné une vingtaine de sacs et recensé 12 disparitions entre 1965 et 1995. 12 enquêtes au point mort. Et sa mère les avait toutes suivies. En bas, Chloé dessinait. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Demanda-t-elle. De vieux papiers. Des choses que Maminique a gardées. Pourquoi elle a gardé tout ça? C'est une excellente question. J'essaie de le découvrir. Après le petit déjeuner, il la laissa avec ses crayons et se rendit à la bibliothèque municipale. La bibliothécaire, Madame Dubois, la même qu'à son époque de lycéen, le dévisagea. Je peux vous aider? Je cherche les anciens numéros de la Gazette. Des années 60 à 2000. L'amabilité de Madame Dubois s'évanouit. C'est une longue période. Quel est le sujet de vos recherches? L'histoire de ma famille, mentit-il à moitié. Elle le conduisit, non sans une certaine réticence, à la salle des microfiches. Les films sont classés par année. Faites-moi signe si vous avez besoin d'aide. Elle s'éloigna, mais pas trop. Stéphane sentait son regard sur lui. Il commença par 1967. La disparition de Marie Dubois. Une bonne élève, sans histoire. Le commissaire de l'époque, Jean Martin, celui des notes de sa mère, avait mené les recherches. Puis, au bout de 6 semaines, plus rien. Affaire classée, Marie considérée comme fugueuse. Il passa à l'affaire suivante. Pierre Leclerc, 1973. Françoise Morel, 1978. Toujours le même schéma. Mais ce qui le frappa, c'était la récurrence des mêmes noms dans les articles, le commissaire Jean Martin, son adjoint Robert Lefebvre, le juge Henri Durand. Ces hommes étaient au cœur de chaque enquête. Et, d'après sa mère,
ils avaient systématiquement ignoré ces témoignages. Après 3 heures de recherche, il avait une liste de 12 noms, correspondant au sac du grenier. 12 jeunes gens évaporés. 12 enquêtes bâclées. Il imprima quelques articles, sous l'œil vigilant de Madame Dubois. En sortant, elle l'attendait. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» Sa voix était empreinte de prudence. « En partie. »« Votre mère, Monique, dit-elle soudain. Elle venait ici, elle aussi. Elle passait des heures à consulter les mêmes archives. Vous a-t-elle dit pourquoi? Non. Mais je voyais bien que cela la tourmentait. Certains secrets de ce village devraient le rester, monsieur Caron. Quel secret? Elle se détourna. Nous fermons plus tôt. Vous devez partir. Il était à peine 15 heures. Votre affiche indique une fermeture à 18 heures. Urgence familiale, répondit-elle froidement. En partant, il la vit l'observer par la fenêtre. Leurs regards se croisèrent, elle baissa vivement le store. Sur le chemin du retour, il comprit. Sa mère avait mené la même enquête. Elle avait essayé d'alerter, et on l'avait réduite au silence. Et voilà que lui, des années plus tard, se heurtait au même mur. De retour à la maison, Chloé avait trouvé un album de vieilles photos. C'est ma Monique? Elle lui tendit une photo en noir et blanc de sa mère, jeune et souriante. Mais même sur ce cliché, une tristesse infinie se lisait dans ses yeux. Oui, c'est elle. Elle a l'air triste. Je crois qu'elle l'était, ma chérie. Cette nuit-là, il remonta au grenier. À la lueur de sa lampe de poche, l'ampleur de la tâche lui apparut encore plus clairement. 12 disparitions. 12 enquêtes sabotées. Toujours les mêmes noms. Le commissaire, le juge, des notables locaux. Et sa mère, témoin silencieux et obstiné de cette tragédie. Une terrible certitude s'empara de lui, il ne s'agissait pas d'une série de coïncidences malheureuses, mais d'une conspiration. Et sa mère le savait. Un sentiment d'insécurité grandissait en Stéphane. Une voiture qui ralentissait devant la maison, des conversations qui cessaient à son approche à la quincaillerie, une distance palpable avec les autres parents au parc. Ce n'était plus de la simple curiosité, mais une forme d'ostracisme qui lui glaçait le sang. Il tentait de maintenir une routine. Des petits boulots pour subvenir à leurs besoins, l'école pour Chloé qui peinait à s'intégrer. Mais chaque nuit, il retournait au grenier, obsédé par ses sacs. Il avait désormais une chronologie précise, 12 disparitions de jeunes gens entre 1965 et 1995. Les notes de sa mère révélaient un schéma de dissimulation, des témoins ignorés, des preuves disparues, et toujours les mêmes noms en filigrane, le commissaire Jean Martin, son successeur Robert Lefebvre, le juge Henri Durand, l'industriel Marcel Roux, le notable Michel Blanc. Sa mère avait tenté de briser le silence, en vain. On lui avait dit qu'elle se trompait, qu'elle créait des problèmes. Un jeudi, il retourna à la bibliothèque avec Chloé. Madame Dubois l'accueillit avec une froideur non dissimulée. « Je pensais vous avoir dit de laisser le passé tranquille. Je ne fais que des recherches sur ma famille. » Une histoire de famille qui inclut 12 disparitions? Votre mère était une femme perturbée, monsieur Caron. Elle a fait des accusations qui ont nui à d'honnêtes gens. Quelles accusations? Je ne peux pas vous aider. Les archives sont à votre disposition. Mais je vous préviens, vous ne trouverez que du chagrin. Il passa 2 heures à éplucher non seulement les articles sur les disparitions, mais aussi les comptes rendus du conseil municipal, les transactions commerciales. Il découvrit qu'en 1978, une proposition visant à faire examiner les procédures de la police locale par une autorité extérieure avait été rejetée par Marcel Roux, Michel Blanc et Jean Richard. En 1989, une autre tentative d'impliquer le FBI avait été bloquée par les mêmes hommes. Le prétexte était toujours le même, nous réglons nos problèmes entre nous. Mais c'était un mensonge. Il imprima d'autres documents. En sortant, Madame Dubois l'attendait. Vous faites une grave erreur. Pourquoi? De quoi avez-vous si peur? Je ne suis pas effrayé. Je tente de vous protéger, vous et votre fille. Il y a des gens ici qui n'aiment pas qu'on remue le passé. Qui? Elle se détourna sans répondre. Sur le chemin du retour, une berline sombre les suivit. Elle passa lentement devant la maison alors qu'il se garait.
Le soir, il appela Pierre Simon, un vieil ami de la famille. « Stéphane, comment ça va ? » ? « Pierre, je dois te parler de ma mère. » De ce qu'elle faisait. Un long silence. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Les disparitions, Pierre. Elle enquêtait. « Tais-toi. » Le coupa-t-il sèchement. « Pas au téléphone. Retrouve-moi demain, à l'ancien moulin sur la D7. Et ne dis à personne que tu viens. » Il raccrocha. Stéphane resta interdit. Qu'avait découvert sa mère de si terrible ? Cette nuit-là, il vit la berline sombre, garée au loin, moteur tournant. Elle démarra lentement et disparut. Quelqu'un le surveillait. Quelqu'un savait. D'après la réaction de Pierre et de Madame Dubois, la vérité était un secret bien gardé et dangereux. Il regarda Chloé dormir. Demain, il aurait des réponses. Il comprit enfin que sa mère n'était pas folle. Elle avait raison. Et on avait tout fait pour la discréditer. L'ancien moulin était une ruine. Pierre Simon l'attendait. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. « Marchons, dit-il. Je ne veux pas qu'on nous voie ensemble. » Ils s'éloignèrent. « Ta mère était une femme exceptionnelle, » commença Pierre. Elle enquêtait sur les disparitions. J'ai trouvé ses archives. Pierre ferma les yeux. Elle m'en a parlé. Je lui ai conseillé d'arrêter. C'était trop dangereux. Dangereux comment ? Ce village a des secrets bien gardés par des gens puissants. Il lui raconta les disparitions. Des jeunes, vulnérables. On disait qu'ils avaient fugué. Mais ta mère n'y a jamais cru. Elle a remarqué des schémas. Le timing des disparitions, leur gestion. Elle connaissait certains de ces jeunes. Marie Dubois t'a gardé quand tu étais bébé. Elle a vu des choses qui ne collaient pas. Il lui raconta comment sa mère avait vu Isabelle Garnier avec Robert Lefebvre la veille de sa disparition. Elle l'a signalé au commissaire Martin. Il l'a menacé de poursuites pour fausses accusations. Il l'a menacé. Oui. Après ça, elle a commencé ses propres dossiers. Savait-elle qui était le coupable ? Elle avait des soupçons. Lefebvre, Roux. Mais aucune preuve. Elle pensait qu'il y avait un prédateur au village, protégé par les autorités. Pourquoi n'est-elle pas allée plus haut ? Elle a essayé. En 1989, elle a contacté la préfecture. Ils ont ouvert une enquête, puis l'ont refermée. Le juge Durand avait le bras long. Lefebvre l'a menacé à nouveau. Stéphane pensa à sa mère, seule contre tous. Pierre, penses-tu qu'ils étaient impliqués ? Il savait. Il protégeait quelqu'un. Lefebvre et Roux étaient ses principaux suspects. Lefebvre est toujours en vie. Oui. Roux est mort. Durand est sénile. Et les preuves matérielles ? Jamais rien. Les corps n'ont jamais été retrouvés. Les familles ont appris à se taire. Parler vous cataloguait comme un fauteur de troubles. Ta mère en a fait les frais. Il se souvint de son enfance, de l'isolement. On l'a mise au ban de la société. Oui. Et toi avec. Je regrette de ne pas l'avoir plus aidé. Tu m'aides maintenant. Si je continue, est-ce que je mets Chloé en danger ? Pierre hésita. Le prédateur est probablement mort. Le danger physique est faible. Mais les secrets ont la vie dure. Tu te heurteras à un mur de silence. Des portes se fermeront. Ta fille sera traitée comme toi tu l'as été. Maman a vécu ça pendant 40 ans. Oui. Ils retournèrent aux voitures. Une dernière chose, dit Pierre. Avant de mourir, ta mère m'a dit qu'elle avait trouvé quelque chose. Une preuve qui reliait tout. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, ce serait dans le grenier. Je n'ai rien trouvé de tel. Cherche encore. Elle était formelle. Stéphane le regarda s'éloigner, une nouvelle détermination en lui. Il trouverait cette preuve. De retour au grenier cette nuit-là, il examina chaque sac à nouveau. Dans une enveloppe, il trouva des photos. Des photos de surveillance prises par sa mère. Lefebvre, Roux, Blanc, Durand, ensemble, à des dates qui coïncidaient avec les disparitions.
Une photo le glaça, Lefebvre avec Nicolas Leroy, la veille de sa disparition. Au dos, une note de sa mère, Lefebvre a nié l'avoir vue. C'était la preuve d'un mensonge, d'une dissimulation. Le lendemain, à la quincaillerie, il interrogea le propriétaire, Olivier Bernard, sur Nicolas Leroy. L'homme se ferma comme une huître. C'était il y a longtemps. Le gamin a fugué. Ne remuez pas ça. En partant, il vit Olivier passer un coup de fil. Le soir, Chloé rentra en pleurs. Une camarade, Manon, l'avait invitée, puis sa mère avait annulé quand elle a su où Chloé habitait. Des enfants à l'école disent que Maminique était bizarre, qu'elle inventait des histoires. La colère submergea Stéphane. Ta grand-mère était courageuse, lui expliqua-t-il. Elle a défendu la vérité, et ça n'a pas plu à tout le monde. C'est ce que tu fais, toi aussi? Oui. Alors je veux t'aider. Il lui montra quelques photos, les moins choquantes. Elle désigna Lefebvre. Il est méchant. Ses yeux sont froids. Elle avait raison. Plus tard, il trouva un journal intime de sa mère. Elle y décrivait sa douleur, son enquête, son sentiment de voir les victimes partout. Elle parlait de son isolement, et de l'impact sur son fils. Parfois, je veux tout arrêter pour lui offrir une vie normale. Mais je ne peux pas les oublier. Les larmes brouillèrent sa vue. Sa mère avait tout sacrifié. Quelques pages plus loin, une entrée datée du 20 juin 1995, j'ai enfin la preuve. Mais les pages suivantes étaient arrachées. Une entrée plus tardive disait, je l'ai caché. Si quelque chose m'arrive, SC. La trouvera. Il devait y avoir autre chose. Dans un sac étiqueté, équipement, il trouva un vieil enregistreur à microcassette. Il y avait une cassette à l'intérieur. Il mit des piles neuves et appuya sur « Play ». La voix tremblante de sa mère. 18 juin 1995. J'enregistre car personne ne me croira. Elle décrivait comment elle avait suivi Lefebvre jusqu'au moulin. Il y rencontrait Roux. Il parle. Lefebvre a l'air furieux. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un à l'arrière de sa voiture. C'est Nicolas Leroy. Il ne bouge pas. Ils le mettent dans le coffre de Roux. C'est la preuve. L'enregistrement s'interrompit, puis reprit, un murmure, ils m'ont presque vu. Ils partent. J'apporte ça à la gendarmerie nationale. Les familles méritent de savoir. Il réécouta la bande. La preuve ultime. Mais pourquoi ne l'avait-elle pas utilisée? Il rappela Pierre. Au moulin, il lui fit écouter la cassette. Pierre était livide. Elle les tenait. Alors pourquoi n'a-t-elle rien fait? En juillet 1995, sa maison a été cambriolée. Rien de volé, mais tout fouillé. Lefebvre l'a menacé de poursuite pour harcèlement. Et puis, il t'est arrivé quelque chose. Quoi? Tu avais 18 ans. Les gendarmes t'ont arrêté pour un feu arrière cassé. Ils ont trouvé un sachet de cachet dans ta boîte à gants. Le souvenir lui revint. Il avait été terrifié. Ils les ont placés. Pour la menacer. C'est ce qu'elle a cru. Lefebvre lui a dit que la prochaine fois, tu n'aurais pas autant de chance. Elle a eu peur pour toi. Elle a tout enterré pour te protéger. Le chagrin et la rage l'envahirent. Sa mère avait sacrifié la justice pour lui. Lefebvre est toujours en vie. Il ne peut pas s'en tirer. Il faut être prudent. La gendarmerie locale est compromise. Alors qui? J'ai un contact. L'inspectrice Valérie Tran, de la gendarmerie nationale. Elle est spécialisée dans les affaires de corruption. Il prit le numéro. Il était temps de mettre fin à ce secret. Mais d'abord, il parla à Chloé. Il lui expliqua, sans entrer dans les détails sordides, qu'il allait porter les preuves de sa grand-mère à la police. On sera en sécurité? Je te le promets. La semaine suivante, il prépara un dossier complet. Il appela l'inspectrice Tran. Elle se montra d'abord sceptique, puis son ton changea. Ils convinrent d'un rendez-vous. La veille, une pensée le taraudait. J'ai enfin la preuve. La formulation de sa mère était si définitive. Y avait-il autre chose?
À 2 heures du matin, il remonta au grenier. Il chercha un sac qui sortait de l'ordinaire. Il en trouva un, en toile, étiqueté « Avant ». À l'intérieur, des documents officiels. L'acte de naissance d'une enfant, Liliane Caron, née en 1972. Mère, Monique Caron. Père, inconnu. Il avait eu une sœur. Un rapport de disparition, juillet 1976. Liliane Caron, 4 ans, disparue du jardin familial. Le compte-rendu manuscrit de sa mère, je l'ai vu. L'homme qui a pris Liliane. Il ressemblait à Robert Lefebvre. Le commissaire Martin m'a dit que j'étais confuse par le chagrin. Mais je sais ce que j'ai vu. Lefebvre. Le monstre avait commencé par sa propre famille. Des photos de Liliane, une petite fille souriante. Une photo d'elle tenant un bébé, Liliane rencontre son frère Stéphane, mars 1976. Il avait 4 mois. Il ne s'en souvenait pas. Mais elle avait existé. Et sa mère avait passé le reste de sa vie à chercher justice, non pas pour des inconnus, mais pour sa propre fille. Il pleura. Au fond du sac, une enveloppe, pour Stéphane. Une lettre, écrite 3 semaines avant sa mort. Elle lui racontait tout. Liliane, Lefebvre. Et la preuve ultime. En 1978, des ossements d'enfants ont été trouvés près de l'ancienne carrière. Le rapport a été enterré. J'ai engagé un détective. Il a localisé l'endroit. La carte est dans cette enveloppe. Apporte-la à quelqu'un d'intègre. Fais-les fouiller. C'est peut-être Liliane. Finis ça pour moi. Pour elle. Il déplia la carte. Elle avait trouvé le charnier. C'était ça, la preuve. Chloé le trouva en larmes. Il lui montra les photos. C'est ta tante Liliane. De méchants hommes l'ont prise. Mamie a passé sa vie à les chercher. Elle les a trouvés? Oui. Et maintenant, on va s'assurer que tout le monde le sache. Le lendemain, il se rendit à Clermont-Ferrand. Il expliqua tout à l'inspectrice Tran. Elle passa du scepticisme professionnel à une intense concentration. L'enregistrement la convainquit, mais elle souligna sa fragilité juridique. Il nous faut des preuves matérielles. Il lui tendit la lettre et la carte. Elle lut, son expression changeant. Un site d'enfouissement. Oui. Cela change tout. Avec ça, je peux obtenir un mandat. Mais monsieur Caron, si je le fais, l'affaire deviendra publique. Êtes-vous prêt? Je le suis. Il lui raconta l'histoire de Liliane. Elle l'écouta, le visage grave. Je garde tout. Rédigez une déclaration formelle. Rentrez chez vous. Et soyez prudent. En rentrant, la berline sombre le suivit. Pierre l'appela. Ne reviens pas ce soir. Le mot a circulé. Ce n'est pas sûr. Chloé. Je m'en occupe. Il passa la nuit dans un hôtel anonyme. Le lendemain, Tran appela, j'ai le mandat. On fouille aujourd'hui. Je vous appelle quand on trouvera quelque chose. L'appel arriva à 15 heures. On a trouvé plusieurs ensembles de restes. Le FBI arrive. C'est plus gros que prévu. Votre mère avait raison. Liliane? On a trouvé des restes d'un jeune enfant. On va prioriser l'analyse ADN. Les nouvelles éclatèrent. Les chaînes nationales montraient les bois, les équipes de police. On parlait de Monique Caron, l'héroïne posthume, et de son fils, Stéphane. 3 jours plus tard, l'appel de confirmation. C'est Liliane Caron. Traumatisme crânien. On a aussi identifié Marie Dubois et Nicolas Leroy. Le même jour, Robert Lefebvre était arrêté, ainsi que son fils Laurent, pour complicité. Une semaine plus tard, 4 autres victimes étaient identifiées. Toutes sur la liste de sa mère. L'enterrement de Liliane eut lieu 6 mois plus tard. Les familles des autres victimes étaient là. La mère de Marie Dubois le remercia en pleurant. Vous avez terminé ce que votre mère a commencé. Le procès commença 3 semaines plus tard. Lefebvre plaida non coupable. Mais les preuves étaient accablantes.
Le témoignage de Stéphane, la documentation de sa mère, et surtout, les corps. Ils avaient placé une nouvelle pierre tombale pour Liliane, aimée pour toujours, jamais oubliée. Et pour sa mère, Monique Caron, mère dévouée, chercheuse infatigable de vérité. Un soir, Chloé lui demanda, « Tu crois que mamie et tante Liliane seraient fières de nous ?» « Oui, ma chérie. Je le crois. » Le grenier était vide maintenant. Les secrets s'étaient envolés. Seule la lumière restait. Sa mère avait porté son fardeau seule, mais elle lui avait laissé une carte, une mission. Et il l'avait accomplie. Quelque part, il en était sûr, Monique et Liliane étaient enfin en paix. Ensemble.